Mon cousin, totalement instable, menace de s'en prendre à ma famille si on ne lui donne pas plus d'argent. Alors je le piège et je prends tous les risques pour qu'il finisse en prison. Mes parents, eux, n'auraient jamais dû avoir d'enfant. Quand j'avais 7 ans et que j'ai eu la grippe, j'étais pliée en deux au-dessus des toilettes à supplier ma mère de me donner un médicament. Mais au lieu de ça, elle a juste lancé une vidéo de respiration sur YouTube et m'a dit de respirer profondément jusqu'à ce que mon ventre gonfle. Pendant ce temps, mon père n'était jamais là, trop occupé par son boulot. Si bien qu'à 16 ans, j'étais devenue une ado paumée, à qui les magasins comme Spencer's ou Hot Topic semblaient destinés. Tout ça, au fond, c'était juste pour supporter une solitude écrasante. Fille unique, sans amis, je passais mes journées à écouter de la musique à fond dans mon casque ou à jouer avec mon chat, parce que sinon, ce vide était juste impossible à ignorer. Tout a basculé le jour de mes 18 ans. J'ai reçu ce fameux message, un simple « joyeux anniversaire », envoyé par ma tante sur WhatsApp. Je ne savais même pas quoi répondre, alors j'ai mis un petit cœur. C'est comme ça que tout a commencé. Elle m'a invitée à venir passer du temps chez elle, en Pennsylvanie, avec sa famille. Parfois, je me dis que j'aurais peut-être dû refuser, parce qu'elle reste encore aujourd'hui l'une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées, du genre à s'asseoir sur un banc pour écrire des poèmes bienveillants sur les gens qui passent. Dès mon arrivée, son mari, mon oncle, m'a accueilli avec un « je suis content que tu sois là ». Il avait ce sourire, ce regard qui te donnait envie de le croire. Même mes cousins, Samuel et Daisy, m'ont fait visiter toute la ville et ont tout payé pour moi. Ça m'a vraiment déprimée de découvrir qu'il existait une branche de ma famille où je me sentais enfin aimée et qu'on m'en avait privée. Une nuit, vers 2h du matin, je dormais profondément, un sourire aux lèvres, quand j'ai été réveillée par la porte d'entrée qui claquait violemment. Des pas lourds se sont dirigés vers la chambre de mon oncle et ma tante, puis j'ai entendu un bruit de verre brisé. « Donnez-moi 50 $, a hurlé une voix. J'ai cru à un cambriolage et je m'attendais à ce que mon oncle réagisse. Mais il s'est contenté de répondre « On t'a déjà donné 70 $ cette semaine, Tran. C'est bien plus que la limite. » L'étagère a volé en éclats. « D'accord, on te fait un virement tout de suite, mais laisse-nous tranquille, » a supplié ma tante. J'ai compris alors que Tran, c'était mon cousin aîné, violent et imprévisible. Sa routine, sortir à 20h, se saouler avec l'argent de ses parents, puis rentrer pour les manipuler et gratter encore plus. Franchement, au début, je m'en fichais un peu, parce que c'était quand même 1000 fois plus vivable que chez moi. Et puis Samuel et Daisy m'avaient promis qu'ils ne me toucheraient pas. Mais plus j'en apprenais, plus j'avais peur. On m'a raconté qu'il était schizophrène et qu'il avait déjà menacé toute la famille à plusieurs reprises. J'arrivais à faire comme si de rien n'était, jusqu'au jour où, pendant une balade avec mon oncle le soir, j'ai vu des bleus sur son ventre quand il a levé les bras pour s'étirer. Je n'en revenais pas. Mon oncle, qui a toujours été franc, m'a dit tout de suite « c'est Tran ». Il avait ce ton fatigué, comme si ce n'était qu'une routine, pas de la violence. Je lui ai dit qu'à 30 ans, Tran ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, qu'il fallait qu'il se prenne en main, trouve un boulot, qu'on ne pouvait plus supporter ça. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, mais là, il a sorti son grand iPhone noir et m'a montré des dizaines de messages de Tran. Tu finiras seul et sans amour. Tu ne penses qu'à toi, t'es qu'un bon à rien. Je vais rendre ta vie si horrible que tu voudras en finir. Et pour bien faire, je vais te casser les genoux. Tu ne marcheras plus jamais droit. J'étais sidérée. Tous ces messages, juste parce que mon oncle avait refusé de lui filer 5 $ de plus pour boire. J'ai fini par apprendre qu'il s'en prenait aussi à ma tante, sa propre mère, et qu'il terrorisait mes cousins. Mais un jour, mon oncle a dit quelque chose qui a tout changé. Comme ça se passe toujours à la maison. Jamais en public, la police s'en fiche. Là, j'ai eu un déclic. Ce jour-là, j'ai proposé à Tran d'aller marcher avec moi. Il a accepté parce que je lui ai fait croire que je lui paierais un peu d'herbe. Et à mi-chemin, sur la rue la plus passante de Pennsylvanie, je l'ai provoqué. Tu sais, t'es vraiment pathétique. T'as 30 ans, tu vis encore chez tes parents, et moi j'ai 20 ans et je gagne plus que toi. T'as pas honte? J'ai explosé de rire devant lui. Tu fais que pleurnicher et accuser tes parents de tous tes malheurs, mais t'es juste un gosse paumé et accro. Il n'a pas supporté. Il m'a poussé. Je me suis retrouvée par terre. Il m'a donné un coup de pied si violent que j'en ai craché du sang. J'avais la gorge broyée. Moins de 2 minutes après, la police est arrivée et il s'est fait arrêter. Je savais que si je le poussais à m'agresser, moi, une fille sans défense, les flics seraient obligés d'agir. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'à cause de la surpopulation carcérale, il serait relâché après seulement 2 semaines pour bonne conduite, alors qu'il n'avait qu'une idée en tête, se venger. La procureure nous avait prévenus, Tran avait clairement annoncé à son codétenu son intention de me faire payer, et ce dernier avait alerté les gardiens. « Il te rend entièrement responsable », disait-elle d'une voix grave à travers le haut-parleur, alors qu'on était tous réunis autour de la table de la cuisine. « Il ne pense pas avoir mal agi. Pour lui, tu l'as piégé et trahi, et il s'estime parfaitement dans son droit de se venger. » Tran a été arrêté à nouveau, mais cette fois, je n'ai ressenti aucune satisfaction. L'image de son visage au moment où ils l'ont embarqué dans la voiture de police me hantait. Une haine pure, dirigée droit sur moi, ses yeux promettant la vengeance. Je savais que ce n'était pas terminé. La deuxième arrestation a eu lieu quand il a bravé l'ordonnance de protection d'urgence en venant carrément au café où je bossais à mi-temps. Il ne s'est pas approché de moi, il s'est juste installé tout au fond, à me fixer pendant des heures, faisant planer une menace silencieuse qui m'a tellement secouée
que j'ai cassé 3 tasses et qu'on m'a finalement renvoyé chez moi plus tôt. Les flics l'ont arrêté devant le café, mais le mal était déjà fait. Il m'avait retrouvé, il m'avait bien prouvé qu'aucun endroit ne serait vraiment sûr. Le juge a ordonné une mesure d'éloignement pour toute la famille. Tran n'avait plus le droit de nous approcher à moins de 150 mètres, que ce soit chez nous ou ailleurs. Pas de prison, mais il devait passer une expertise psychiatrique et porter un bracelet électronique qui préviendrait la police s'il s'aventurait dans notre périmètre. Sur le papier, ça ressemblait à une victoire, mais en réalité, c'était un bouclier de fortune contre une menace bien trop réelle. L'audience s'est déroulée dans une salle glaciale, tout en solennité, la voix du juge résonnant faiblement alors qu'elle énumérait les conditions de l'ordonnance. Tran se tenait droit à côté de son avocat, les épaules tendues, les yeux plantés dans les miens avec une telle intensité que j'ai fini par détourner le regard, la chair de poule sous son regard insistant. Au moins, il ne peut plus nous approcher, maintenant, a soufflé ma tante en me serrant la main à la cuisine. Ses doigts tremblaient un peu, les cernes sous ses yeux s'étaient encore accentuées, et son sourire, jadis si lumineux, sonnait désormais faux. On buvait du thé, la vapeur dessinant entre nous une sorte de barrière fragile, à l'image de notre sentiment de sécurité. Dehors, la pluie martelait les vitres, et la grisaille du jour collait parfaitement à notre humeur. J'ai hoché la tête. Il paraissait plus vieux que le jour de mon arrivée, les traits tirés par le stress permanent, de nouvelles rides creusées autour des yeux et de la bouche, les épaules voûtées sous le poids de la responsabilité et de cette lutte sans fin pour protéger les siens d'un danger toujours un pas devant nous. Mais on n'a même pas tenu jusqu'à la semaine suivante. Dès le lendemain soir, je rentrais du travail, les habits encore imprégnés d'odeur de café, quand une voiture a ralenti à ma hauteur, le moteur ronronnant tout bas. C'était une berline sombre, plutôt anodine si ce n'est les vitres teintées qui m'empêchèrent de distinguer le conducteur. Mon cœur s'est emballé, tous mes instincts en alerte alors que la voiture avançait au même rythme que moi sur le trottoir. La vitre s'est baissée et j'ai vu un homme dont le visage m'était inconnu, même si sa moue méprisante m'a immédiatement rappelé Tran. Mêmes yeux fatigués, même sourire narquois. Il était plus âgé, la trentaine bien tassée, une barbe mal entretenue et une cicatrice sur le sourcil droit. À l'intérieur, c'était sombre, mais j'ai aperçu une silhouette sur le siège passager, penchée vers l'avant, visiblement attentive. « Et c'est toi qui as foutu la merde avec Tran, non ?» Son sourire ne touchait pas ses yeux, froid, calculateur. Dans son regard, il y avait quelque chose de prédateur, une sorte d'évaluation glaçante qui me faisait me sentir comme une proie. La voiture continuait d'avancer tout doucement à ma hauteur, me forçant à choisir entre m'arrêter ou continuer avec cette escorte non désirée. J'ai accéléré le pas, sans rien dire, mes clés serrées dans la main comme une arme improvisée, le métal s'enfonçant dans la paume, me ramant à la réalité au milieu du flot d'adrénaline et de peur. Ma respiration se faisait courte, saccadée, alors que je ne pensais plus qu'à la distance qui me séparait de la maison. « Il veut que tu saches qu'il pense à toi », a lancé l'homme, sa voix résonnant dans la rue déserte, « et que tu auras ce que tu mérites. » La menace est restée suspendue dans l'air, collée à mes pas jusqu'à ce que je finisse presque en courant, le bruit de la voiture s'éloignant enfin à l'angle de la rue, leur mission d'intimidation accomplie. Ce soir-là, on s'est retrouvés autour de la table de la cuisine pour un véritable conseil de guerre, la lumière crue projetant des ombres sur nos visages tendus. On s'est rapprochés, les chaises serrées, comme si rester collés les uns aux autres pouvait nous protéger de cette menace qui semblait vouloir nous encercler. Un bloc-notes trônait sur la table, couvert de listes, de plans, de mesures de sécurité, de coordonnées d'urgence, de recours possibles. « On ne peut pas continuer comme ça », a dit mon oncle en se passant la main dans les cheveux. J'ai contacté un avocat. On pourrait peut-être demander une hospitalisation d'office pour Tran s'il ne prend pas son traitement. Sa voix était calme mais épuisée, celle de quelqu'un qui se bat depuis trop longtemps sans voir d'issue. « Il ne se laissera jamais faire », a répliqué Samuel, la voix serrée par la frustration, penché en avant, les coudes sur la table, les poings blanchis par la tension. Il ne quittait plus sa batte de baseball, posée contre sa chaise même pendant les repas. Il n'aura peut-être pas le choix si on arrive à prouver qu'il représente un danger pour lui ou pour les autres. L'avocat pense qu'avec la violation de l'ordonnance et la clé USB, on a de quoi faire. Mon oncle a ouvert les mains, paume vers le haut, conscient du poids de ce qu'il proposait. L'hospitalisation forcée, c'était un pas de trop, un point de non-retour pour toute possibilité de renouer avec Tran, mais nous avions largement dépassé ce stade. Les yeux fixés sur mes mains, j'ai été submergée par la culpabilité. Tout ça, c'est à cause de moi. C'est moi qui l'ai provoqué. Le poids de la responsabilité m'écrasait. J'avais du mal à respirer. Si je n'étais pas intervenue, si j'étais restée à l'écart, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Ou bien la famille aurait-elle continué à survivre dans une fragile routine, abîmée mais fonctionnelle? Ma tante m'a pris la main, son geste à la fois doux et ferme. « Non, ma chérie, ça dure depuis bien plus longtemps. Tu as seulement eu le courage de faire ce qu'aucun de nous n'a osé. Tu lui as tenu tête. » Ses yeux étaient fatigués mais déterminés, la conviction vibrante dans le regard. On a laissé faire, on a trouvé des excuses, on a espéré qu'il s'en sortirait tout seul. Ça n'aurait jamais pu marcher. Le lendemain, Samuel et moi sommes allés au centre commercial pour acheter des cadeaux d'anniversaire pour Daisy, en essayant de sauver un semblant de normalité. Le centre regorgeait de monde, le brouhaha incessant du week-end nous enveloppait de toutes parts. On passait d'une boutique à l'autre, rayant les achats de notre liste, en donnant l'impression d'être deux jeunes ordinaires partis faire du shopping, alors qu'en réalité, on ne cessait de surveiller nos arrières comme si on était des proies.
On s'est arrêté à la zone de restauration, envahi par les odeurs entêtantes de bretzels et de plats chinois, quand soudain, Samuel s'est figé à côté de moi. Ne te retourne pas, mais Marcus est près du stand de bretzels. Sa voix était si basse que je l'entendais à peine à travers le vacarme, mais la tension était évidente. Marcus, l'un des amis les plus proches de Tran, un gars trapu au crâne rasé couvert de tatouages, était déjà venu chez nous plusieurs fois, surtout pour ramener Tran après des soirées compliquées. J'ai discrètement tourné la tête, feignant de regarder un groupe d'ados à côté. Effectivement, l'ami de Tran était appuyé au comptoir, nous dévisageant sans la moindre gêne. Il portait un sweat à capuche noire malgré la chaleur, les mains enfoncées dans les poches, et même à distance, il dégageait quelque chose de menaçant. Quand il a vu que je l'avais repéré, il m'a adressé un sourire lent et glacé, à me glacer le sang. « On y va !» ai-je soufflé en ramassant nos sacs, les poignées en plastique me cisaillant les doigts, alors que je les serrais, déjà en train de repérer le trajet le plus rapide vers la sortie, mémorisant les coins où la foule était la plus dense pour pouvoir s'y fondre si besoin. En avançant, j'ai reconnu un second homme, du quartier lui aussi, un autre pote de Tran, avec un tatouage très reconnaissable au cou, qui se déplaçait pour nous couper la route sur la gauche. Mon cœur s'est emballé, l'adrénaline me traversant comme une décharge. Il avait un serpent tatoué qui s'enroulait autour de son cou, la tête disparaissant sous la mâchoire, les écailles détaillées visibles même de loin. Il marchait d'un pas assuré, se glissant entre les gens sans jamais nous quitter des yeux, visiblement décidé à nous empêcher de sortir par le chemin le plus direct. Ils essaient de nous coincer, ai-je glissé à Samuel. Vas-y, file vers le poste de sécurité. J'ai brusquement changé de direction, entraînant Samuel à contresens dans la foule, vers le milieu du centre commercial où j'avais repéré le poste de sécurité. La foule jouait contre eux comme contre nous. Elle ralentissait nos poursuivants, mais entravait aussi nos propres mouvements, chaque personne devenant un obstacle à éviter tout en gardant l'air détendu. On zigzaguait entre les clients, filant au plus vite entre les stands. J'ai jeté un regard en arrière et vu les deux hommes qui nous suivaient désormais ouvertement, déterminés à nous encercler. Ils s'étaient séparés, chacun prenant un chemin différent, leur coordination ne laissait aucun doute. Ce n'était clairement pas un hasard. Ils nous attendaient, nous surveillaient, tout était calculé. On a fini par atteindre le poste de sécurité et j'ai raconté ce qui se passait, les mots se bousculant. Les agents nous ont raccompagnés jusqu'à notre voiture, mais le message était passé. Tran pouvait nous atteindre où il voulait, quand il voulait, même avec son bracelet électronique censé le surveiller. Sur le chemin du retour, Samuel serrait le volant à s'en blanchir les phalanges, la mâchoire crispée. On n'a pas échangé un mot, le silence pesait, chargé de peurs inavouées et de la prise de conscience que plus rien n'était vraiment sûr. En arrivant, un colis nous attendait sur le perron, à mon nom, enveloppé dans un papier craft banal, si ce n'est que mon nom y était inscrit en lettres anguleuses et irrégulières. L'écriture m'a frappée immédiatement, nerveuse, tellement appuyée qu'elle avait déchiré le papier par endroits, laissant deviner ce qu'il y avait à l'intérieur. On s'est approché avec prudence. Samuel a pris un bâton dans le jardin pour le tâter, à l'affût du moindre bruit ou mouvement suspect. Dedans, il y avait une poupée à la tête arrachée, le rembourrage s'échappait comme des viscères. On comprenait tout de suite qu'elle était censée me représenter. Quelqu'un avait peint les détails pour que la couleur et la coupe des cheveux, même les boucles d'oreilles que je portais tout le temps, soient similaires. Ce souci du détail faisait froid dans le dos, révélant une obsession et une préméditation qui dépassaient largement une simple intimidation. Une note était épinglée sur la poupée, avec la même écriture, tic-tac. Cette menace à peine voilée m'a glacé le sang, la chair de poule instantanée malgré la chaleur de l'après-midi. Cette nuit-là, impossible de dormir. Chaque craquement de la maison, chaque voiture au loin me faisait sursauter, le cœur battant à tout rompre. J'avais poussé ma commode contre la porte, le meuble massif me donnant l'illusion d'être en sécurité, même si je savais très bien qu'il ne retiendrait personne bien longtemps. La batte de baseball que Samuel m'avait laissée reposait à côté de moi sur le lit, et je la tâtais régulièrement du bout des doigts pour vérifier qu'elle était toujours là. Vers 3 heures du matin, j'ai abandonné l'idée de dormir, je suis descendue boire un verre d'eau, le parquet glacé sous mes pieds nus. Chaque pas grinçait, le moindre bruit me paraissait assourdissant dans la maison plongée dans le silence. J'avançais avec précaution, évitant les endroits qui grincèrent le plus, la main sur le mur pour me guider dans l'obscurité. J'ai failli hurler en apercevant une silhouette dans la cuisine, mais ce n'était que mon oncle, assis dans le noir, la lune projetant des ombres bleutées sur son visage. Il était là, attablé, un verre de whisky devant lui, l'air complètement perdu. Il n'a même pas été surpris de me voir, comme s'il s'attendait à ce que je sois debout moi aussi. Toi non plus, tu ne trouves pas le sommeil ? A-t-il demandé d'une voix rauque, épuisée. La question était purement rhétorique. Plus personne ne dormait vraiment ici. Nos nuits découpées par l'angoisse, nos journées embrouillées par la fatigue. J'ai secoué la tête en silence, puis j'ai rempli mon verre au robinet, et ce simple geste avait un côté si banal, presque rassurant, dans cette vie devenue tout sauf ordinaire. Je me suis assise en face de lui, caressant distraitement le veinage familier de la table, même dans la pénombre, pour tenter de rassembler mes idées. Qu'est-ce qu'on va faire ? La question a flotté entre nous, lourde de toute la peur et l'incertitude qui nous paralysaient. Je ne l'avais même pas vraiment formulée dans ma tête, mais une fois les mots sortis, il était trop tard pour les reprendre. Au fond de moi, je continuais d'espérer qu'il aurait une solution, une idée à laquelle je n'aurais pas pensé, une manière de retrouver la sécurité et la tranquillité que j'avais jadis connues ici. Il a poussé un long soupir, chargé de mois d'angoisse contenue. L'alarme sera installée demain. J'y pensais,
Peut-être qu'on devrait partir, tout recommencer ailleurs, là où Tran ne pourra jamais nous retrouver. Il a fait tourner lentement son verre d'alcool ambré, le regard perdu dans les reflets de la lune. L'idée le travaillait depuis un moment. Ce n'était pas nouveau, mais il n'avait pas osé en parler jusque-là. Rien que d'envisager de fuir, j'en avais la gorge nouée, l'estomac retourné. C'est exactement ce qu'il veut, qu'on vive dans la peur, qu'il chamboule nos vies. Les mots m'ont échappé plus brusquement que je ne l'aurais voulu. La colère prenant un instant le dessus sur la peur. Imaginer Tran triompher, parvenir à nous chasser d'ici, m'était tout simplement insupportable. Je sais, mais je dois veiller sur tout le monde. Daisy fait des cauchemars toutes les nuits. Samuel dort avec un couteau sous son oreiller. Il a croisé mon regard, la lueur de la lune mêlant résignation et volonté farouche dans ses yeux. Parfois, il faut savoir s'éloigner quand on ne peut pas gagner un combat. Le lendemain, à l'aube, des aboiements frénétiques m'ont brutalement tiré du sommeil, perçant, désespéré. Pepper, notre golden retriever d'ordinaire si douce, était en crise dans le jardin, méconnaissable, submergée par une agitation incontrôlable. Ce vacarme a suffi à me mettre les nerfs à vif. Pepper n'aboyait presque jamais. Elle accueillait les inconnus d'un simple remuement de queue, jamais en donnant l'alerte. Je me suis précipitée en bas et j'ai trouvé ma tante déjà à la porte, la main devant la bouche, les yeux agrandis par la stupeur. La cour était couverte de tessons de verre, toutes sortes de bouteilles brisées parsemaient le sol, scintillant au soleil du matin comme des éclats de diamants mortels. Bière, vin, spiritueux, des dizaines de bouteilles fracassées exprès, transformant le jardin en piège pour quiconque, humain ou animal, tenterait d'y passer. Pepper restait bloquée sur la petite terrasse en béton, aboyant rageusement devant cette mer de verre, incapable d'accéder au jardin pour constater les dégâts, et tout le long de la clôture, d'énormes lettres rouges dégoulinaient, comme tracées au sang, nulle part où se cacher. Le message barrait la palissade d'une écriture grossière, la peinture coulant en rigole, comme des larmes ou du sang. Ce spectacle m'a coupé le souffle, me rappelant brutalement que notre maison n'était plus le refuge qu'on voulait croire. L'après-midi, la société de sécurité est venue installer le nouveau système. 2 techniciens en uniforme bleu ont tout mis en place avec une efficacité rassurante. Le soir, la maison était désormais équipée de caméras couvrant chaque entrée, de détecteurs de mouvement sur toutes les fenêtres et portes, et de boutons d'alerte permettant d'appeler la police en cas de problème. Depuis la console centrale, on pouvait voir toutes les images en temps réel, une mosaïque en noir et blanc, montrant la propriété sous tous les angles. Les techniciens nous ont expliqué comment activer et désactiver le système, visionner les images sur nos téléphones et utiliser les boutons d'alerte installés dans chaque pièce. On se croirait en prison, a murmuré Daisy en regardant le technicien finir, la voix lasse et lasse. Elle s'étreignait, recroquevillée sur elle-même, un geste devenu presque une seconde nature ces dernières semaines. Son regard habituellement pétillant était éteint, toute son énergie créative épuisée par la tension permanente. Je n'ai rien répondu, mais au moins, les prisonniers ont des gardiens pour les protéger. Nous, on était devenus nos propres geôliers dans cette forteresse qu'on avait construite contre l'extérieur. Le système de sécurité nous rassurait un peu, mais il ne cessait de nous rappeler pourquoi il était là. Chaque bip à l'ouverture d'une porte, chaque notification de mouvement dehors était un rappel de la menace qui nous guettait. Ce soir-là, j'ai passé en revue toutes les images des caméras avant d'aller me coucher, scrutant chaque recoin du moniteur à la recherche du moindre signe suspect. Tout semblait calme, des trottoirs vides, des arbres figés. La nuit était étrangement silencieuse, comme si le monde entier retenait son souffle. Le panneau de contrôle affichait des voyants verts. Tous les capteurs étaient activés. J'ai revérifié les verrous de ma fenêtre, puis calé une chaise sous la poignée de ma porte, son pied fermement coincé sur la moquette. Ce rituel du soir me rassurait plus qu'il ne me protégeait vraiment. Je savais bien que si Tran voulait vraiment entrer, une chaise ne l'arrêterait pas. Mais la poser là me donnait juste assez de paix pour espérer dormir. Je me suis finalement assoupie, car la chose suivante dont je me souviens, c'est le hurlement strident de l'alarme qui a déchiré la nuit. Je me suis redressée d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Il était 3h17. Les chiffres rouges de l'horloge brillaient dans l'obscurité. J'ai eu un instant de flottement, la transition brutale du sommeil à la panique me laissant hébétée. J'ai attrapé mon téléphone et me suis précipitée dans le couloir, manquant de peu de foncer dans Samuel, échevelé, une batte de baseball dans une main, son téléphone dans l'autre, partagé entre la peur et la détermination. La porte de Daisy était restée close. Soit elle dormait malgré tout, peu probable, soit elle était trop terrorisée pour sortir. Mon oncle était déjà en bas, penché sur la console, pianotant nerveusement. « Détecteur de mouvement sur la terrasse arrière », a-t-il annoncé d'une voix tendue. « La police est en route. » Dès que l'alarme s'était déclenchée, le système avait aussitôt contacté les secours, une option qui, à elle seule, justifiait l'investissement dans l'installation. Nous nous sommes retrouvés dans le salon, sur le qui-vive, tressaillant au moindre bruit, qu'il s'agisse du bourdonnement du frigo, du tic-tac entêtant de l'horloge comptoise ou de la sirène qui se rapprochait au loin. Ma tante nous a rejoints, serrant sa robe de chambre autour d'elle, le visage blême sous la lumière douce. Instinctivement, nous nous sommes rapprochés, comme pour nous rassurer, mais personne n'osait mettre des mots sur la peur qui nous tenaillait tous. Et si, cette fois, Tran avait réussi à entrer? Et si le système de sécurité n'avait pas réagi à temps? À l'arrivée des policiers, ils n'ont rien découvert. Aucune effraction, pas la moindre trace suspecte sur la propriété.
Pourtant, la caméra de la terrasse avait été entièrement badigeonnée de peinture noire, la rendant inutilisable et créant ainsi une faille béante dans notre dispositif. L'agent a braqué sa lampe sur la caméra, révélant la couche épaisse de peinture encore collante qui engloutissait l'objectif. Cela venait tout juste de se produire. Pendant que nous dormions, quelqu'un s'était introduit chez nous pour saboter volontairement notre sécurité. Quelqu'un est passé par ici, a constaté l'agent en inspectant la caméra sous sa lampe torche. Mais il savait parfaitement où se trouvaient les angles morts. Il a suivi du doigt le pourtour de la zone peinte, l'air grave. L'acte était d'une précision inquiétante. Seule la lentille et sa périphérie immédiate avaient été recouvertes. Preuve de la connaissance précise des lieux par l'intrus. Un frisson m'a parcouru l'échine. Mes bras se sont hérissés de chair de poule. Le système de sécurité venait à peine d'être installé. Comment pouvait-on déjà en connaître le moindre détail ? C'était aussi évident que terrifiant. Soit quelqu'un avait observé l'installation, soit il disposait d'informations internes. Dans tous les cas, cela sous-entendait un niveau de préparation et de surveillance glaçant. Le lendemain, j'ai appelé la société de sécurité, n'en pouvant plus de faire les 100 pas dans la cuisine, une mélodie d'attente insupportablement joyeuse résonnant dans mon oreille, en complet décalage avec l'angoisse qui régnait à la maison. Je comptais les carreaux du carrelage pour garder le contrôle de mon anxiété, cherchant à me raccrocher à quelque chose de tangible. Valley Security, que puis-je faire pour vous ? A fini par répondre une voix chaleureuse. Le professionnalisme de la standardiste tranchait avec l'urgence de ma demande. Son ton bien rodé semblait indiquer qu'il ne s'agissait pour elle que d'un appel parmi tant d'autres. J'ai exposé la situation, la voix un peu tremblante, demandant si quelqu'un avait pu obtenir des informations sur notre système. J'ai parlé de la caméra sabordée, de la connaissance manifeste de notre installation. Le poids de l'incident était impossible à ignorer. Si un inconnu avait pu accéder à ces renseignements, que savait-il encore sur nous ? L'employé a consulté ses dossiers, le bruit des touches du clavier résonnant interminablement à l'autre bout du fil. Chaque seconde d'attente me paraissait durer une éternité. Il semble qu'une personne ait appelé hier après-midi pour obtenir des renseignements sur votre installation, a-t-elle reconnu, son ton soudain plus grave. La personne se faisait passer pour le propriétaire et a demandé des précisions sur l'emplacement des caméras. L'aveu est tombé, à contre-cœur, alors qu'elle réalisait la gravité de la situation. Un froid glacial m'a envahi. Et vous lui avez donné ces informations ? Ai-je lancé, plus sèchement que je ne l'aurais voulu, la colère prenant le dessus sur l'inquiétude. Qu'on puisse compromettre notre sécurité aussi facilement, c'était inimaginable. La personne a vérifié le compte avec le bon numéro de téléphone et la bonne adresse. S'est-elle justifiée, sur la défensive. C'est la procédure habituelle. Son ton laissait entendre que suivre le protocole suffisait à laver la société de toute responsabilité. J'ai raccroché, écœuré. Tran avait toujours un coup d'avance. Il jouait aux échecs quand nous jouions aux dames. Il connaissait notre numéro, notre adresse. Il avait vécu ici, bien sûr. Il savait manipuler les systèmes et se faire passer pour quelqu'un d'autorisé quand ça l'arrangeait. Savoir que tous nos efforts de protection avaient pu être contournés aussi simplement m'a laissé vidé, vaincu comme je ne l'avais plus été depuis mon arrivée en Pennsylvanie. Ce soir-là, Daisy a reçu un message d'un numéro inconnu. Son téléphone a vibré. Sympa, votre système de sécurité. Dommage pour la fenêtre du sous-sol. Elle est restée figée devant l'écran, blême, les mains si tremblantes qu'elle a failli échapper son portable. Le message, simple mais implacable, prouvait que Tran ne se contentait pas de connaître notre système. Il avait aussi repéré une faille à laquelle nous n'avions même pas pensé. Nous avons dévalé les escaliers pour vérifier. La petite fenêtre de la buanderie, au sous-sol, le seul endroit où nous n'avions pas mis de capteur parce qu'elle était trop étroite pour laisser passer un adulte, avait été forcée. La serrure pendait lamentablement, brisée, tandis que la vitre, intacte, laissait voir le bois tout autour encore éclaté, preuve d'une effraction toute récente. « Il se moque de nous », a soufflé Samuel, la voix chevrotante entre la peur et la rage. Il aurait pu entrer s'il l'avait voulu, il veut juste nous montrer qu'il en est capable. Ses poings étaient si serrés que ses jointures en devenaient blanches. Cette guerre psychologique était sans doute plus redoutable qu'une véritable intrusion. Tran voulait qu'on sache que notre sécurité n'était qu'une illusion, qu'il pouvait venir chez nous quand bon lui semblait. Ce soir-là, nous avons fait installer un capteur sur la fenêtre du sous-sol. Le technicien est revenu, visiblement embarrassé, et a installé non seulement le capteur, mais aussi des verrous supplémentaires et une grille de sécurité en métal. Là, vous êtes tranquille, sauf s'il se pointe avec des explosifs, a-t-il tenté de plaisanter, sans parvenir à alléger l'atmosphère lourde qui pesait sur nous dans le sous-sol. Personne n'a fermé l'œil de la nuit. On s'est relayé devant les écrans de surveillance, le moindre frémissement d'ombre nous faisait sursauter. Les heures s'étiraient, rythmées par les changements de poste. À chaque fois, l'un de nous partait tenter de dormir pendant qu'un autre prenait sa place, scrutant sans relâche la moindre anomalie, à l'affût du plus petit indice qui annoncerait le retour de notre cauchemar. Au petit matin, tandis qu'une voiture de police passait lentement devant la maison, j'ai eu une idée qui a pris forme presque sans que je m'en rende compte. Les patrouilles renforcées paraissaient bien dérisoires face à la détermination de Tran. Les policiers faisaient ce qu'ils pouvaient, mais ils n'allaient pas camper devant chez nous. Il nous fallait agir, trouver une solution radicale pour en finir une bonne fois pour toutes. Il faut lui tendre un piège, ai-je soufflé à mon oncle, baissant instinctivement la voix, même si on était seul dans la cuisine. Le laisser croire qu'il a le dessus et le coincer quand il se montrera.
L'idée m'était venue pendant la garde de l'Aube. Un mélange de désespoir et d'inspiration piquée dans trop de séries policières. Mais après tout, pourquoi pas? Mon oncle, les traits tirés par la fatigue, m'a lancé un regard dubitatif. Et comment tu comptes t'y prendre? Il s'est adossé au plan de travail, cramponné à sa tasse de café comme à une bouée, les yeux cernés par une nuit blanche de plus. On simule un départ, on emballe tout, on s'active, on charge la voiture, on raconte aux voisins qu'on part chez de la famille, mais en fait, on ne part pas. On reste planqué, on attend qu'il tente sa chance. Plus j'expliquais, plus le plan se précisait dans ma tête. Toute la journée, on a joué la comédie. Valise dans la voiture, aller-retour théâtraux, conversation bruyante sur notre soi-disant voyage dès qu'on passait devant la maison. Daisy, en larmes, a embrassé sa meilleure amie venue lui dire au revoir. La scène était tellement crédible que son amie aussi a fini en pleurs, promettant de s'occuper des plantes et du courrier pendant notre absence. Depuis le jardin, mon oncle a appelé Phil, notre voisin, assez fort pour que tout le quartier l'entende, lui expliquant qu'on partait quelque temps pour souffler. Phil était dans la confidence. Ses inquiétudes feintes et ses questions sur notre retour faisaient partie du numéro, au cas où quelqu'un écouterait. C'était autant destiné à Tran qu'à ceux susceptibles de lui rapporter nos faits et gestes. Plus de monde serait convaincu de notre départ, plus l'information circulerait jusqu'à lui. Le soir venu, on a quitté la maison en voiture, mais on n'est allé qu'au bout de la rue, garé derrière chez Phil, hors de vue. On était resté là, moteur coupé, à vérifier qu'on n'était pas suivi, le silence pesant, tous tendus par la nervosité et l'angoisse de ce qu'on s'apprêtait à faire. On a traversé discrètement les jardins, puis Phil nous a fait passer par sa porte arrière et son sous-sol pour rejoindre le nôtre grâce à une ancienne porte de service, cachée dans le mur de fondation, qu'il avait montré à mon oncle il y a des années. Ce passage, étroit et poussiéreux, n'avait pas servi depuis une éternité. Les toiles d'araignée nous frôlaient le visage pendant qu'on avançait à la queue leu-leu à la lumière fébrile de nos lampes. Ces maisons-là étaient autoconstruites presque collées, expliqua Phil en tête, sa voix résonnant un peu dans le tunnel. Pendant la grande inondation de 72, les gens avaient donc percé ces passages pour s'aider à évacuer. Cette petite leçon d'histoire tombait à pic pour alléger nos esprits. Jamais j'aurais cru qu'on s'en servirait pour ça. Une fois à l'intérieur, on s'est installé dans le noir, surveillant les caméras de sécurité sur nos téléphones, la lumière bleutée dessinant nos visages crispés. Chacun a pris position. Samuel près de la porte d'entrée, mon oncle à l'arrière, Daisy et ma tante dans le couloir à l'étage, moi au sous-sol près de la fenêtre la plus vulnérable. On avait tous un bouton d'alerte et la police, prévenue du plan, attendait non loin, prête à intervenir au moindre signal. Les heures ont défilé dans une tension insupportable. La maison vivait autour de nous. Chaque craquement, chaque grincement devenait suspect. Un bruit de chauffage, une branche qui frotte contre la vitre, une voiture passant au loin, tout semblait annoncer le pire. Nos nerfs étaient à vif, chaque minute un peu plus. « Il ne viendra peut-être pas », a fini par murmurer Daisy, à peine audible dans le talkie-walkie qu'on utilisait pour rester silencieux. Ce doute, on commençait tous à l'avoir. Et si Tran avait flairé le piège, et si tout ça n'avait servi à rien, à peine avait-elle fini sa phrase qu'une alerte s'est affichée sur nos téléphones. Une silhouette sombre avançait, déterminée, vers l'arrière de la maison. Mon cœur s'est emballé d'un coup, l'adrénaline m'a envahi. C'était l'instant de vérité. C'était bien Tran, sa démarche ne trompait pas. Il a tenté d'ouvrir la fenêtre du sous-sol, verrouillée, sous alarme, puis s'est dirigé vers la porte de derrière. Il s'est acharné un long moment sur la serrure et, à notre stupeur, a fini par l'ouvrir, l'alarme restant étrangement silencieuse. Il avait forcément trouvé le moyen de la désactiver, sans doute grâce aux mêmes infos qui lui avaient permis de repérer l'emplacement des caméras. Mon oncle, prêt à bondir, planait au-dessus de son téléphone, doigt posé sur le bouton d'alerte. « Attends !» ai-je soufflé dans le talkie, la paume moite, les jointures blanches à force de serrer mon portable. « Laisse-le bien entrer !» On devait l'avoir en flagrant délit, avec une preuve impossible à contester. Effraction manifeste, violation de l'ordonnance. S'il s'était contenté d'ouvrir une porte, un bon avocat aurait pu trouver une faille. Là, on le voyait pénétrer dans la cuisine, sûr de lui, sans l'ombre d'une hésitation. Il avançait d'un pas assuré, se dirigeant droit vers ma chambre, comme s'il savait déjà où elle se trouvait. Depuis ma cachette au sous-sol, j'entendais ses pas résonner au-dessus de moi, les lattes du plancher gémissant sous son poids, alors qu'il parcourait cette maison qui, autrefois, lui appartenait. Nous percevions le bruit de ses fouilles à l'étage, les tiroirs qu'il ouvrait et fermait, ses pas lourds et insistants qui martelèrent le plafond au-dessus de nos têtes. Ce remue-ménage glaçant, cette fouille méticuleuse, trahissait la volonté de mettre la main sur quelque chose de précis, ou peut-être le simple plaisir malsain de violer notre intimité, simplement parce qu'il en avait le pouvoir. Grâce à l'application de sécurité, j'apercevais Daisy et ma tante, plaquées contre le mur du couloir à l'étage, le visage tendu, retenant leur souffle, alors que Tran passait de pièce en pièce, frôlant dangereusement leur cachette. Maintenant, soufflai-je, la voix ferme malgré la peur qui me traversait tout le corps. Il n'y avait plus à attendre. Tran était entré pour de bon, franchissant sans retour la limite fixée par l'ordonnance d'éloignement. Cette fois, nous le tenions. Mon oncle pressa le bouton d'alerte tandis que Samuel déclenchait simultanément l'alarme de la maison. Immédiatement, les hurlements stridents envahirent l'air. À l'étage, on entendit Tran lâcher un juron sonore, ses pas précipités secouant le plafond. Ce tumulte soudain, après des heures à retenir notre souffle, était assourdissant, l'alarme envahissant tout,
rendant impossible la moindre réflexion. Nous restions terrés au sous-sol, écoutant Tran descendre les escaliers en hâte, le souffle coupé par la panique. Depuis l'embrasure de la porte du sous-sol, je percevais dans chacun de ses gestes la panique d'un homme dont le plan venait de s'effondrer. On entendait ses pas glisser sur le carrelage de la cuisine, foncer vers la porte arrière, sa fuite toute tracée. Il ouvrit la porte à la volée, se retrouvant nez à nez avec les policiers déjà sur place, leur réactivité impressionnante grâce à l'intensification des rondes dans le quartier. Par la petite fenêtre du sous-sol, je distinguais les reflets bleus et rouges des gyrophares qui faisaient danser sur la cour des éclats de lumière. Les bruits de lutte nous parvenaient étouffés, les protestations de Tran, les ordres fermes des policiers, le cliquetis sec des menottes se refermant sur ses poignets. Cette fois, il ne pouvait plus se défiler ni par ses mots, ni par ses manigances. Effraction, violation d'ordonnances, dégradation de biens, les accusations s'empilaient irrémédiablement. Les policiers trouvèrent sur lui un couteau et, dans son sac à dos, du ruban adhésif, une corde et une bouteille de chloroforme, de quoi rendre même le plus impassible des agents livides. Ces objets révélèrent des intentions bien plus sinistres qu'un simple harcèlement, laissant deviner un scénario qui aurait pu tourner à l'horreur. Ils comptaient nous attendre à notre retour, murmurai-je, la gorge nouée, ou alors emporter quelque chose pour s'en servir contre nous plus tard. Ce que cela impliquait était trop terrifiant pour pouvoir l'accepter pleinement. Que serait-il arrivé si notre plan avait échoué, si nous étions réellement partis, comme il l'avait cru? Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'aller-retour au commissariat, de déposition et de convocation au tribunal, sous la lumière crue et impitoyable des néons. Les bancs de bois de la salle d'audience étaient durs, inconfortables, mais nous avons tenu bon, présents à chaque minute de la procédure, décidés à ne rien lâcher. Les preuves étaient accablantes, les images des caméras, la violation de l'ordonnance, l'effraction, le contenu inquiétant du sac à dos. Cette fois, aucun vice de procédure, aucun détail ne pouvait lui venir en aide. Tran fut jugé dangereux pour lui-même et pour autrui. Il fut envoyé en hospitalisation psychiatrique, sous contrainte pour une évaluation et un suivi. La décision du juge tomba, implacable, emplissant la salle d'une solennité grave. À l'énoncé du verdict, Tran demeura impassible, le visage fermé, le regard perdu dans le vide, comme absent à lui-même. Les données de son bracelet électronique prouvaient qu'il violait l'ordonnance depuis des semaines, rôdant presque chaque nuit autour de la maison, restant juste assez loin pour éviter l'alerte immédiate, mais trop près pour que nous puissions l'ignorer. Le procureur présenta des cartes détaillant ses déplacements, ses traces numériques révélant une obsession et une surveillance passée jusque-là inaperçues. C'était le portrait d'un homme qui avait fait de notre angoisse son occupation à plein temps, consacrant chaque minute à planifier sa vengeance. J'avais cru que je ressentirais un soulagement en le voyant quitter la salle d'audience, menotté, mais je me sentais vidé, épuisé. Cette tension constante m'avait arraché une part de moi-même, une fatigue que le sommeil seul ne suffirait pas à apaiser. À la sortie du tribunal, la lumière du soleil me parut agressive, crue. Après l'obscurité de l'intérieur, je dus plisser les yeux, détourner la tête, comme si la vie ordinaire autour de nous se poursuivait dans une indifférence totale à la bataille que nous venions de livrer. « C'est fini !» souffla ma tante en me serrant fort, son parfum de vanille et de fleurs m'enveloppant. Dans ses bras chauds et protecteurs, je retrouvais ce que les mots ne pouvaient dire, la gratitude, le soulagement, l'espoir d'une reconstruction. On va pouvoir tourner la page. Pourtant, cette nuit-là, allongé dans mon lit à fixer le plafond, mon téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. « Profite bien de ta petite victoire factice. Tu ne seras jamais en sécurité. » 13 mots qui, lumineux dans l'obscurité, suffisaient à raviver la peur. Mon cœur, qui venait à peine de retrouver un rythme normal, s'emballa aussitôt. La brève accalmie réduite à néant. Les mots restaient là, menaçants, même à travers un écran. J'ai aussitôt signalé le message, les mains tremblantes, appelant le détective chargé de notre dossier. L'enquête remonta rapidement jusqu'à un téléphone jetable acheté par Marcus, l'ami fidèle de Tran qui nous avait suivis au centre commercial. Le détective arriva dans l'heure, prit mon téléphone comme pièce à conviction, le visage grave en lisant le message. Les experts en cybercriminalité remontèrent la piste avec une efficacité redoutable. C'était une violation flagrante des conditions de probation de Tran. Aucun contact direct ou indirect avec nous n'était autorisé. Le juge en fut informé dans la foulée. La nouvelle pièce à conviction a été versée au dossier de Tran et son cas a été réévalué à la lumière de ce harcèlement continu qui persistait malgré sa détention. Ce message prouvait bien que son obsession restait intacte, que les murs de l'institution ne suffisaient pas à freiner sa détermination à nous tourmenter. Son placement en centre fermé a donc été prolongé pour une durée indéterminée, le juge s'appuyant sur la répétition de ses tentatives de harcèlement et d'intimidation pour justifier sa dangerosité envers la société. On lui a confisqué ses appareils, réduit au strict minimum ses droits de communication. L'établissement a encore resserré la sécurité, surveillant de près ses moindres échanges et limitant rigoureusement ses possibilités de contact avec l'extérieur. Marcus, lui, a été mis en examen pour complicité. Son assurance s'est envolée au moment où les menottes se sont refermées sur ses poignets. Le détective m'a montré sa photo d'identité judiciaire. On pouvait lire dans ses yeux écarquillés la stupeur et l'incrédulité, la réalité des conséquences commençant enfin à le rattraper. Pendant trop longtemps, Marcus et d'autres l'avaient couvert, prenant part à ses manigances sans jamais avoir à en répondre. Cette époque-là était bel et bien finie. Peu à peu, la vie a repris son cours, ou du moins une routine un peu plus sereine.
Nous avons gardé l'alarme, la caméra, comme un rappel permanent de ce qu'on avait traversé. Les lumières du panneau de contrôle faisaient désormais partie du décor sonore quotidien, un rappel discret de rester prudent, mais ce n'était plus une obsession permanente. Mon oncle vérifiait toujours les serrures 3 fois avant d'aller se coucher, ça le rassurait. J'avais encore des sursauts au moindre bruit étrange. Mon corps était resté sur le qui-vive. Mais petit à petit, on s'est remis à dormir, à manger à des heures normales. Daisy avait même recommencé à inviter ses copines après l'école, et leurs fous rires résonnèrent dans la maison, un son qui nous manquait cruellement. La première fois que je l'ai entendu rire avec sa meilleure amie dans le salon, j'ai eu la sensation que quelque chose en moi, gelé depuis bien trop longtemps, commençait enfin à se décongeler, qu'un nœud de tension se desserrait peu à peu. Un soir, environ 1 mois après l'internement de Tran, j'étais assise sur le perron avec ma tante, et le ciel s'embrasait de nuances orange et rose. Elle écrivait dans son carnet de poésie ce qu'elle n'avait plus fait depuis le début de toute cette histoire. Son stylo filait sur la page avec une détermination tranquille. Le son régulier du stylo sur le papier m'apaisait, rappel d'une créativité retrouvée, d'une vie qui reprenait malgré les épreuves. « Tu regrettes d'être venue ici ?» m'a-t-elle soudainement demandé, les yeux plongés dans les miens, attentive à la moindre réaction sur mon visage. Sa question m'a prise de court, m'obligeant à vraiment réfléchir avant de répondre. Tant de choses s'étaient passées depuis ce tout premier message WhatsApp. La peur, la douleur, les luttes, mais aussi les liens tissés, le sentiment d'appartenance, le sens retrouvé. J'ai repensé à mon enfance solitaire, à cette grande maison vide, aux exercices de respiration en guise de médicaments quand j'étais malade, aux repas silencieux, aux parents absents, à la sensation d'isolement qui ne me lâchait jamais. Je me souvenais de ce sentiment d'être invisible, de traverser l'existence comme un fantôme, sans jamais vraiment compter pour personne. Les souvenirs de la peur, du chaos de ces derniers mois me revenaient, les nuits blanches, l'angoisse permanente, les systèmes d'alarme, les allers-retours au tribunal, les messages menaçants, l'intrusion dans notre intimité, la batte de baseball sous le lit, la chaise contre la porte, la vigilance de chaque instant. Puis j'ai regardé le visage doux de ma tante, les rides autour de ses yeux qui se plissent quand elle sourit, mon oncle qui faisait griller de la viande dans le jardin en riant à une blague de Samuel, les épaules enfin relâchées après des mois de tension, Daisy qui jouait à la balle avec Pepper sur la pelouse, la queue du chien battant l'air tandis qu'elle courait derrière la balle. J'ai pensé aux dîners familiaux où tout le monde parlait en même temps, aux soirées cinéma blotties sur le canapé, aux plaisanteries partagées, à ce sentiment d'être à ma place que je n'avais jamais connu avant d'arriver ici. Non, ai-je répondu, et ce simple mot contenait tout ce que j'avais traversé. C'est ici notre maison, et c'était la pure vérité. Ce lieu, ces gens, étaient devenus un vrai foyer pour moi. Pas juste une maison, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose que la maison de mes parents n'avait jamais pu offrir. Un foyer, ce n'est pas qu'un toit. C'est ce sentiment de sécurité, d'appartenance, d'être vu et reconnu. J'étais prête à tout pour protéger ça, même si cela voulait dire affronter la peur et les difficultés. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'un sommeil profond. Mon chat blotti contre moi, sa chaleur et ses ronrons doux me réconfortant comme cela m'avait tant manqué. Je l'avais ramené de chez mes parents la semaine précédente, me sentant enfin suffisamment en sécurité pour l'accueillir ici, pour faire de cet endroit mon vrai chez-moi. Luna s'était rapidement adaptée, explorant la maison avec curiosité et finissant par adopter mon lit comme territoire, comme dans mon ancienne chambre, sa présence collée contre moi m'ancrant, comme un fil qui reliait mon passé à cette nouvelle vie. Au matin, je me suis réveillée avec les premiers rayons du soleil qui filtraient à travers la fenêtre, les poussières dansant dans la lumière dorée, sans alarme, sans panique, seulement les bruits de la famille à l'étage du dessous qui commençaient la journée, le tintement de la vaisselle, le souffle de la machine à café, le murmure des conversations, tous ces petits bruits ordinaires redevenus précieux par leur simplicité, par la paix retrouvée après tant de tumulte. J'ai pris mon téléphone et j'ai supprimé l'application de messagerie qui m'avait servi à piéger Tran la première fois, celle qui avait mis tout en marche. Je n'en aurais plus besoin. La partie de moi, calculatrice et stratège, qui avait planifié sa chute, pouvait enfin se reposer, laisser place à quelque chose de plus doux, de plus réparateur. L'écran a légèrement clignoté quand l'application s'est effacée, emportant avec elle un chapitre de mon histoire qui s'achevait. En descendant pour le petit déjeuner, attiré par l'odeur des pancakes et du sirop d'érable, j'ai compris une chose. Tran avait tenté de briser cette famille pendant des années, en faisant de la peur son arme et de l'isolement sa méthode. Mais au final, il avait provoqué exactement l'inverse. Nous étions aujourd'hui plus soudés que jamais, plus forts, indestructibles d'une façon que nous n'aurions jamais imaginée auparavant. Les épreuves que nous avions traversées ensemble avaient tissé entre nous des liens indéfectibles, au point de former une vraie famille, soudée et résiliente, comme nous n'aurions jamais pu l'être chacun de notre côté. Quand je suis entrée dans la cuisine, mon oncle a levé les yeux et m'a fait glisser une assiette de crêpes encore fumante, la pile dorée répandant une odeur alléchante. Bien dormi ? Sa question semblait anodine, mais elle était lourde de sens. Le sommeil avait longtemps été un luxe inaccessible, et trouver un peu de paix la nuit relevait presque du miracle pendant les pires moments. J'ai souri en prenant l'assiette, le contact rassurant de la porcelaine chaude dans mes mains. Oui, vraiment. Et cette fois, c'était la pure vérité. J'avais enfin dormi d'un sommeil profond, sans rêve, libéré des cauchemars qui m'avaient poursuivi des semaines durant.
Ce n'était sans doute qu'une petite victoire, mais une victoire tout de même. La première d'une longue série sur le chemin de la guérison, vers la vie que Tran avait tenté de nous voler.